L'existence des partis politiques d'opposition rassure de la bonne santé de tout régime démocratique, dit-on. Au Bénin, depuis l'avènement du régime de Patrice Talon, présent d'une manière ou d'une autre, le nouveau système politique soutenu par les réformes du système partisan réglemente l'opposition politique et permet presque à contre-cœur aujourd'hui de faire la part entre l'opposition constitutionnelle et celle déviante. Présidentielle 2021 au Bénin, quelle chance pour l'opposition dans cette émission Entretien, analyse. Je reçois Médéric François Gongo, éditorialiste, fondateur de Actu Express, du quotidien Actu Express. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher ami, bonjour téléspectateurs. Alors, pour démarrer, quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui de l'opposition au Bénin? La démocratie libérale adoptée à l'issue des travaux de la conférence nationale, l'historique conférence nationale, intimait l'ordre aux acteurs politiques de s'organiser en parti politique de la mouvance présidentielle et de la mouvance oppositionnelle. Ce qui fait du parti politique, en dehors de l'expression libre, en dehors de la multiplicité des partis politiques à travers le système partisan intégral on avait en ce moment, ce qui fait également de la liberté d'association les ingrédients, les paramètres indispensables au tracé de la fonction politique, notamment dans un système de démocratie libérale. Mais déjà en 1998, je me rappelle cela, sous le ministre Père son âme Tidjani Sepos, la question s'était posée de savoir quel système partisan devrait-on avoir pour permettre aux opposants de jouer valablement leur rôle. Du temps est passé, les différents gouvernements n'ont pas voulu affronter la réalité. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que pour la mise en œuvre de sa politique, le chef de l'État a cru devoir aller vers la refonte du système partisan, aller vers, j'allais dire, une revisitation des tests qu'on avait jusque-là et qui nous amenait à constater une panoplie de partis politiques aux allures d'associations de développement ou de clubs électoralistes qui militaient, qui luttaient pour avoir le pouvoir, l'exercer, le conserver sans pour autant être en phase avec le peuple, c'est-à-dire être le relais du peuple, c'est-à-dire travailler pour l'éveil de la conscience civique et pour l'existence du mouvement populaire. Le mot est lancé. Le mouvement populaire. Voilà l'épine dorsale d'une opposition politique. Parce que, à un moment donné de ce système de la rupture, on en était arrivé à constater les acteurs de la société civile, oui, les journalistes et certains syndicalistes qui jouaient en leur lieu et place le rôle de l'opposition politique. Mais peu au pro, ces acteurs-là dont on parle sont parfois dans une position de contre-pouvoir. Les acteurs de la société civile, c'est leur rôle de relever ce qui ne va pas. Exactement. Surtout les journalistes, oui, qui se faisaient tasser comme acteurs de l'opposition ou de la mouvance, selon qu'ils opinent sur un sujet en prenant une position ou une autre. La société civile, parlons-en, elle n'existe plus aujourd'hui. Elle est sclérosée, elle est tétanisée, elle est à la limite démissionnaire par rapport à tout ce qu'on observe. Donc, l'opposition politique, je ne parlerai pas de l'opposition politique réductible, mais l'opposition au pouvoir en place était symbolisée par une petite partie de la presse, qui jouait tant bien que mal son rôle. Mais quel est l'état des lieux aujourd'hui? À quelques jours de la présidentielle, la parole s'est démocratisée. On voit plusieurs acteurs aujourd'hui revendiquant leur appartenance à l'opposition. Donc du coup, tout va plus ou moins pour le mieux. Si on fait l'état des lieux aujourd'hui, oui, nous constatons que pour avoir une majorité assise au niveau du Parlement, le chef de l'État a été obligé de procéder par ce que moi j'appellerais une limitation de l'espace politique en essayant tant bien que mal de mettre 95% des acteurs politiques dans les deux grands blocs. Au niveau des deux grands blocs, nous avons 95% des acteurs politiques. Mais malheureusement, ce sont des cocktails détonnants d'intérêts antagoniques et antinomiques où nous avons des gens que tout opposait dans le passé, que rien n'unit dans le présent si ce n'est le chapeau du chef de l'État, mais que tout ne pouvait pas unir dans le futur. C'est des gens qui sont regroupés autour du chef de l'État, et pour la plupart, c'est des partis politiques qui n'ont pas lutté pour qu'il soit au pouvoir. Sous Lyon, nous avons la FCBE qui pour la plupart sont avec le chef de l'État, nous avons l'Union fait la nation
qui se retrouve avec le chef de l'État. Nous avons la Renaissance du Bénin qui se retrouve avec le chef de l'État. Le PRD également, mais qui sont des partis politiques qui avaient milité pour que le candidat Lionel Zissou soit au pouvoir. Donc si le chef de l'État a accepté mettre de côté tous ceux avec qui il a combattu le meilleur de combat dans le cadre de la grande coalition de la rupture pour aller vers les carriéristes politiques, c'est qu'il a joué un jeu très dangereux. Parce qu'à l'évidence, nous l'avons constaté, les 95% qui sont autour du chef de l'État n'ont pas pu réussir lors des législatives à sortir 3 électeurs sur 10. Si nous comptons avec les chiffres publiés par la Cour constitutionnelle, qui était de 22% par la Sénat et qui était, selon certains observateurs, de moins de 10% sur le terrain le jour du vote. La Cour constitutionnelle, rappelons-le, avait amené ce chiffre à 27%. L'un dans l'autre, avec 95% des acteurs politiques classiques, le chef de l'État n'a pas pu réussir à sortir un électeur sur 3 lors des législatives. Il a élargi le jeu au PAD, à l'UDBN, au FCBE réformé. Mais il n'a pas pu, lors des communales également, sortir un électeur sur 2. Le ver se retrouve dans le fruit. Où se retrouve donc cette opposition politique? Est-ce l'opposition factice, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas au pouvoir? Est-ce l'opposition par rapport à l'opinion qu'on donne, par rapport à la politique qui est mise en jeu, qui est mise en œuvre aujourd'hui? Quand on voit un peu le cancan politique, quand on voit un peu le paysage politique, on dénie à beaucoup de partis politiques qui se disent ipso facto de l'opposition ce droit. Alors, je vous rattrape dans votre développement et on va faire un petit décryptage. Nous allons passer en revue quelques partis politiques et on va démarrer par les FCBE qui sont, vous l'avez dit tout à l'heure, dans une opposition partisane de la mouvance et validant presque toute action du gouvernement. Ils sont bien étiquetés comme partis du système, mais devrions-nous toujours les considérer comme étant membres de l'opposition aujourd'hui au Bénin? Au terme des tests que nous avons aujourd'hui, sur la base des déclarations qui sont faites par les responsables des FCBE, au terme des tests aujourd'hui, seuls les FCBE se retrouvent en position d'être partis politiques de l'opposition politique de fait. Les débats qui tournent autour des insinuations, des extrapolations par rapport aux prises de position des FCBE ne sont pas de taille pour nous permettre de mieux apprécier la position des uns et des autres. Opposition légalement établie, mais est-ce une opposition dans la pratique? Je dis non. Parce que les grands débats qui agitent l'opinion publique devraient rassembler et les acteurs de la mouvance politique et les acteurs de la mouvance oppositionnelle, de la mouvance présidentielle, de la mouvance oppositionnelle. Mais qu'est-ce qu'on constate? Nous constatons que le chef de l'État a réussi à divertir les grands ensembles politiques, à défaut de les avoir avec soi. Il a réussi à les divertir et à les empêcher presque d'aller vers une union de fait. Nous avons vu les grands ensembles de l'opposition politique de fait qui ont raté le rendez-vous du 15 décembre 2018 au siège de Vidolé, où, après avoir tenté 2 fois la révision de la constitution politique, après avoir refondu le système partisan, après avoir retouché au code électoral, après avoir ramené le quitus fiscal, le pouvoir de la rupture a été obligé d'aller vers la constitutionnalisation du certificat de conformité. Donc, quand on a un schéma comme ça, et quand on analyse les comportements des uns et des autres, l'opposition de fait se retrouve être la FCBE, mais l'opposition en pratique se retrouve être au niveau des acteurs qui ne fonctionnent pas sous la coupe d'un parti politique. Je vais parler de Joël Aïvor. On en viendra. Je vais parler des FCBE. Oui. Voilà le cas des FCBE. Voilà, et j'aimerais quand même savoir, aujourd'hui, de cette analyse, de ce regard que vous portez sur le parti des FCBE, quelles sont leurs forces pour le jeu électoral? Non, vous savez, les conditions dans lesquelles le dialogue national s'était tenu, la conditionnalité pour participer à ce dialogue national en tant que parti politique, on avait soumis tous les partis politiques à l'obtention du fameux récépissé. Oui. Certains partis n'ont pas voulu s'inscrire dans la démarche, mais d'autres ont accepté d'aller sciemment ou inconsciemment dans une accointance coupable ou non avec le pouvoir pour avoir le récépissé.
On a vu la FCBE participer à ce dialogue national, qui a quand même, quoi qu'on dise, entamé la décrispation de la situation sociopolitique. Parce qu'avec cela, nous avons eu l'amnistie, avec cela, nous avons eu le retour du président Boni Yayi au pays, avec cela, nous avons eu une amorce de décrispation. Mais les FCBE se sont retrouvés empêtrés dans leurs propres problèmes, où la guerre de leadership, les conflits de génération et de région, ne l'oublions pas, au niveau des FCBE, ont plombé la capacité des FCBE à se mettre corps à corps avec le pouvoir et à le tacler, notamment par rapport au débat sur la dette, notamment par rapport au débat sur la gestion de la Covid, notamment par rapport aux choix stratégiques en matière de développement du pays, par rapport à la gestion du patrimoine national, sur quelle base on sélectionne les sociétés d'État et les sociétés qui travaillent avec l'État. Donc, il y a le débat de l'absence des syndicats sur le terrain des revendications aujourd'hui. Aujourd'hui, le retrait du droit de grève aux syndicats, ça a handicapé quelque peu les syndicats et leur a enlevé cette capacité de revendication. Donc, le gouvernement fonctionne également sur ce terrain qui se retrouve libre. L'opposition devrait tacler le gouvernement, pas dans une logique d'invective, pas dans une logique d'insulte, mais dans une logique de constat, d'analyse et de propositions alternatives et crédibles. Plombés comme ils sont aujourd'hui, est-ce que, de par leur position, ils peuvent d'une manière ou d'une autre influencer le jeu électoral qui va se faire prochainement? Dans une position mi-figue, mi-raisin, la FCBE se retrouve handicapée d'idées novatrices. Devant leur récépissé ipso facto au gouvernement en place, elle se retrouve limitée dans des espaces qui les empêchent d'aborder certains sujets avec courage. Peu crédibles. Non, cela les rend peu crédibles parce que leur participation au dialogue national n'a pas été acceptée par l'opinion publique nationale qui peinait à penser les plaies des effets collatéraux des élections législatives. Alors, cette opinion n'arrivait pas encore à digérer qu'on lui ait imposé des tendances politiques qui se sont arrogées le pouvoir légal et non légitime pour désigner, nommer des députés, ce qui est inédit dans l'histoire politique du Bénin. Alors, il y a aussi dans ce jeu les démocrates qui sont dans une opposition de principe et très critique envers le système dans son entièreté. Ils bousculent d'une manière ou d'une autre un peu la sphère de l'opposition, mais selon vous, pour quel résultat? Les démocrates devraient naître déjà en 2018 avant les législatives. On ne sait pas qui a trahi, on ne sait pas qui était la taupe. D'une manière ou d'une autre, l'union n'a pas pu s'effectuer. Nous avons vu certains qui ont commencé par insulter d'autres dans des thèmes peu acceptables. Les démocrates aujourd'hui sont à la croisée des chemins parce que sans boussole, sans leadership, empêtrés dans des crises de positionnement où on ne sait pas qui dirige. On ne sait pas vers où on va, si ce n'est qu'avoir le président Patrice Talon en ligne de mire. Et au lieu d'agir pour mener le jeu politique face à un pouvoir qui, quoi qu'on dise à ces divergences, nous y reviendrons tout à l'heure, ces incohérences en son propre sein, les démocrates rattrapent le débat, sont en retard sur les grands débats d'actualité. On ne les a pas vus récemment autour. Le chef de l'État a posé beaucoup de débats lors de sa tournée. Il a soulevé le problème de la corruption. Il s'est presque moqué de ses collaborateurs. Le chef de l'État a parlé de beaucoup de débats, de ceux qui auraient volé, des exilés. On n'a pas vu l'opposition se retrouve à travers les démocrates dans des lamentations, dans des jérémiades. Et on voit les démocrates n'agir qu'après coup. Quelles sont les forces et les faiblesses de ce parti aujourd'hui? La force des démocrates, c'est que les démocrates se retrouvent dans un environnement où l'espace est libre. La preuve, c'est que les Joël Aïvo arrivent à l'occuper. Le gouvernement n'a personne en face. Sinon que tout ce que le gouvernement pouvait avoir en face, le gouvernement les a avec lui. Et dans une logique de différence sur laquelle on peut revenir. Parce que pour nous, la vraie opposition se retrouve autour du chef de l'État. Donc, les forces, dans un environnement où il y a l'espace, je ne vois que ça comme force. Je vois également la capacité des principaux animateurs,
Quand on voit au niveau des démocrates, on voit le président Boniaï, on voit Éric Mouloté, on voit Akhossi Basile, on voit... Ce sont des têtes pensantes, c'est des gens qui ont donné la preuve de leur bravoure et de leur audace par rapport aux prises de position. Mais on a comme l'impression que le mécanisme de fonctionnement des démocrates les limite dans leur élan. C'est ça leur faiblesse. Leur faiblesse à ce niveau, mais leur faiblesse également au niveau de... Ils n'ont pas de boussole. Une opposition s'identifie à une ou deux personnes tout au plus. Qui est le chef de file de l'opposition au niveau des démocrates? Il n'y a pas. Et il y a également les faiblesses qui se retrouvent en ceci que les démocrates, quand on prend le président Boniaï, il n'a comme adversaire particulièrement que son ancien allié, oui, le président Talon. Quand on prend le président Éric Mouloté, quand on prend tous les autres, on a comme l'impression que ce sont des problèmes de personnes. Qui se règlent. Qui tentent de régler en vain, parce qu'ils ne peuvent pas, parce que le peuple se retrouve en avance sur eux. Et le mouvement populaire se tiédit, parce que la presse alerte, les partis politiques de l'opposition publique et de l'opposition politique se saisissent de ce que la presse dit, réveillent le mouvement populaire, et c'est le mouvement populaire qui peut aller contre un système préétabli. François Médéric Gongo, ça me permet de faire ma transition avec le mouvement populaire de libération, l'autre parti qui se veut comme la véritable opposition aujourd'hui, mais qui présuppose un consentement sur l'essentiel et s'oppose autant à la gestion aujourd'hui de Patrice Talon, autant au système, dans une certaine mesure, au système politique béninois mis en place par Patrice Talon. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, ça fait de ce parti un parti d'opposition plus constructive et qui entend faire plus de compromis sur les règles du jeu? Vous savez, les conditions dans lesquelles la plupart des partis politiques ont pu réussir, en dehors des deux partis politiques siamois de la mouvance présidentielle, ont pu réussir à avoir leur récépissé prêt à confusion. À tel enseigne que même les partis politiques qui méritent, parce qu'ayant rempli toutes les conditions pour avoir le récépissé, sont perçus comme des partis politiques en accointance incestueuse avec le pouvoir en place. C'est le cas du MPL? Du tout pas, parce qu'a priori, nous devons nous en tenir au fait. Nous ne devons pas mettre en cause la bonne foi des acteurs politiques. Mais nous ne pouvons que nous réserver le droit de les apprécier au fur et à mesure que les événements évoluent. Loin d'être une profession de foi par rapport aux opinions du MPL, le peuple aujourd'hui est dans l'attentisme par rapport aux réactions. On a senti le MPL pendant que les démocrates végétaient dans la crise de leadership et dans la guerre de positionnement. On a senti le MPL sortir, pas comme du néant, pas du néant, parce que composé quand même de certaines personnalités juvéniles qui ont fait le chemin, qui ont fait le combat politique, du combat politique, la raison d'existence de leur vie. On les a vus, mais on ne les voit pas. On ne voit pas le MPL, qui plus est, les démocrates, encore moins les FCBE, sur le terrain du débat public à 5 mois des élections. Le chef de l'État fait près de 15 jours de tournée, mais par rapport aux déclarations saillantes, on ne sent absolument rien. Et lorsque la presse, qui jouait le rôle de l'opposition, celle de place, a décidé de mener son combat, le combat de la vérité, le combat d'objection de conscience, le peuple se retrouve orphelin de débats contraires. Donc, tout comme les FCBE, tout comme les démocrates, le MPL se retrouve devant l'obligation morale et physique de se soustraire de cette tanière dans laquelle elle s'est réfugiée pour, selon certaines opinions, ne pas fâcher le pouvoir. Peut-être parce qu'il serait dans un deal avec le pouvoir dans les jours à venir, nous le verrons quand le MPL va choisir son candidat pour les présidentielles. Mais l'un dans l'autre, avec le MPL, on peut croire qu'il y a des possibilités, parce que animés par des gens qui sont porteurs des idées novatrices, comme des jeunes qu'on voit sur le terrain, Moïse Kérékou, Joël Aïvor, Daniel Eda, qui se positionnent de fait en véritable opposition au pouvoir. Donc l'opposition n'est plus politique, mais elle devient institut personnel. Et ce sont des
personnalité qui draine du monde par les idées qu'elle véhicule, eu égard au choix du pouvoir en place. Voilà ce qu'on peut dire par rapport au MPL, FCBE, démocrate et MPL, il est à croire. Dans ce jeu, vous pensez qu'on pourrait accorder plus du crédit espoir à ce jeune parti d'opposition Oui, parce que vous savez, on a empêché le MPL de participer au communal. Oui. Ceci donnait une relative crédibilité au MPL, le situant un peu proche de l'opposition. Parce qu'on a eu peur de la machine, il faut le dire. On a eu peur que ce soit, si le MPL était parti aux élections communales, c'est très clair et net que les deux grands partis politiques de la mouvance présidentielle seraient bousculés dans le fief. Ça, c'était clair. Et on a dû limiter cette ardeur, on a dû limiter cette forte mobilisation de la jeunesse qui cherchait un autre canevas politique. Parce que la jeunesse est déjà, j'allais dire, désolidarisée des carriéristes politiques. On l'a constaté en 2011. Ou lorsque, dans le cadre de l'Union fait la nation, tous les grands ensembles politiques se sont retrouvés devant Oumbédi, il n'a pas pu passer devant Yaïboni. On l'a vu lors des présidentielles de 2016, ou lorsque tous les grands ensembles se sont retrouvés derrière Lionel Zissou, il n'a même pas pu avoir la plus petite moyenne que le candidat n'ait eu au premier tour. Le candidat qui passe au second tour, il a eu minimum 33%. Lionel Zissou n'a eu que 28%. Donc c'est dire que tous les ensembles politiques qui sont autour du chef de l'État étaient des colosses aux pieds d'Agile. C'était des partis de nom, mais qui étaient déconnectés de la base. Donc le MPL s'est retrouvé être le réceptacle de toute cette pulsion, de ces réserves d'énergie que les jeunes n'arrivaient plus à contenir. Donc le MPL a l'obligation morale et physique devant l'histoire et devant le peuple de jouer son jeu, d'aller avec finesse et intelligence. Parce que ce système, c'est avec finesse et intelligence qu'on y va. Lorsque vous affrontez le régime de la rupture de manière directe, attendez-vous à ne obtenir rien de ce que vous cherchez. Et c'est de bonne guerre. Alors, nous allons parler également de la résistance, qui semble dans un rôle plus ambigu, parce que moins conciliante, mais qui se perçoit comme étant non réaliste. Résister au pouvoir, quelle chance pour 2021 ? La lutte politique est une affaire de rapport de force, de méthode, de munitie et de doigté. Et lorsque vous avez un adversaire commun en face de vous, à défaut de taire vos divergences, vous devez réussir à vous entendre autour des actions minima pour bousculer le pouvoir. Aujourd'hui, la plupart des grandes forces politiques sont à l'extérieur du pays, parlant de l'opposition. Du fait, les forces politiques à l'issue des présidentielles dernières, les forces politiques à l'issue des présidentielles dernières sont dehors. Une stratégie du pouvoir qui peut également être contre ce pouvoir, parce qu'il vaut mieux avoir son adversaire, son ennemi à côté de soi, pour mieux maîtriser ses mouvements et savoir comment le battre, que de l'avoir à l'extérieur, parce que je parie. Si l'actuel président de la République, Patrice Talon, était dans le pays durant les 3 ans d'exil, ce n'était pas évident qu'il puisse revenir et être chef de l'État. C'est une parenthèse. La résistance ne peut pas s'organiser en dehors des relais de taille. Depuis 2014, le chef de l'État, Patrice Talon, avait déjà actionné sa machine, la télécommande, avait pénétré le système des syndicats, avait pénétré le système des partis politiques, les acteurs de la société civile, on les voyait. On voyait Oden Aladati, on voyait Diop Benou, on voyait des gens faire de l'activisme politique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il y a de l'apathie. Toute la lutte se mène par médias électroniques interposés, ou des gens qui ne sont pas sur le terrain, qui ne souffrent pas ce que nous souffrons, pour ne pas parler comme Molière, ceux qui tentent de biaiser un peu la gouvernance du pays, parlent de l'extérieur, mais apparemment, ça n'a pas d'impact sur le peuple. Parce que le mouvement populaire est le bras armé d'une opposition politique organisée. Et tant que le mouvement populaire n'est pas organisé face au pouvoir qu'on a, la rupture se retrouve comme un poisson dans l'eau et évolue sans avoir
des goulots d'étranglement, sans avoir des embûches, ce qui n'est pas également bon pour la rupture. Parce que lorsque vous jouez seul, vous êtes votre adversaire, vous êtes l'arbitre. Finalement, il n'y a plus personne pour vous apprécier. Et lorsque personne ne vous apprécie, vous vous enfoncez dans les erreurs. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Tous les reproches qu'on fait au régime de la rupture, on constate que le chef de l'État, lors de sa tournée, tente de les justifier ou de les expliquer. Non, ce n'est pas au pouvoir d'expliquer, le pouvoir agit. Et l'opposition, par le mouvement populaire, monte au créneau pour tenter de démonter ce que le pouvoir dit ou tenter d'amener le pouvoir à mieux expliquer, parce qu'il y a la reddition de comptes. Donc, la résistance, à moins qu'il y ait d'autres manières d'organisation, encore que là, il faut toujours rester dans les conditions légales telles que prévues. La résistance, pour nous aujourd'hui, se retrouve autour du chef de l'État. On a vu la crise au niveau du BR, où la deuxième personnalité a été débarquée par rapport à la crise de Adjawere. Au niveau de l'UP, la manière dont le clan Zinoué est presque lâché, on l'a vu avec Jean Bada. On me dira qu'il y a séparation des pouvoirs, mais on sait également que la justice au Bénin, il suffit d'un coup de fil, du ministre de la Justice ou de tel pour qu'on ralentisse une procédure, au moins pour aller aux élections. On a comme la grande impression aujourd'hui que la résistance, elle est pacifique. Elle est dormante, elle est somnolente au sein du peuple. Et quand elle est comme ça, elle est dangereuse. Parce que nul ne peut présager de ce qui arrivera demain. Parce que le trop-plein, les frustrations additionnées amènent à des implosions et des situations incontrôlées. Donc, il n'y a pas de chance pour la résistance aujourd'hui de conduire à bien un certain agenda. Mais il n'y a pas de leader. Pour mener la lutte, l'autre seul avait dit... Il y a le président candidat Zanaï. Pour mener la lutte, il faut avoir le commandement. Il faut avoir la stratégie. Il faut avoir l'équipe. Et il faut surveiller la frappe ultime pour atteindre l'adversaire. L'autre seul. Ça, c'est des années avant notre ère. Il ne faut pas se limiter à lire Montesquieu, à lire Jean-Jacques Rousseau, à lire à la limite Machiavel. Il faut refouiller et savoir que rien n'est inventé et que tout n'est que réformé, reconditionné. Aujourd'hui, la résistance a un pouvoir fragile, très fragile en face. La preuve, c'est que quand on voit le chef de l'État, tout l'effort qu'il fournit pour expliquer ce qui est quand même évident, on peut se demander à cela, c'est le rôle de l'opposition. Quelle est la liste des sociétés qui travaillent aujourd'hui? De quels droits sont ces sociétés? Comment s'effectuent les transferts de fonds au niveau de ces sociétés? Quels sont les effets que ces transferts de fonds ont sur la population? Vous pensez donc que ce mouvement, cette coalition de grandes forces opposantes n'arrive pas à tenir devant Patrice Talon? Je vous en prie. Lors des élections présidentielles, Azanaï a supporté Patrice Talon. Yaïboni a supporté le Yesso. Adjavon est parti aux élections de lui-même. Tous les opposaient dans un passé récent. Les négociations entre les deux tours ont mis en expérience les relations entre Yahi et Adjavon. La désolidarisation de Azanaï du mouvement, de la mouvance présidentielle, l'a amené dans le système comme quelqu'un qui doit chercher à s'équilibrer. Lorsque vous voyez ces trois-là, mais tous les opposés dans ce présent récent, rien ne peut les unir dans un passé récent, tous les opposés. Rien ne peut les unir aujourd'hui. Rien. Mais la politique, c'est d'abord de la compromission. Donc, est-ce que s'ils arrivaient à faire taire leurs divergences, ils peuvent... Mais nous l'avions dit depuis un an et demi. On a écrit à travers au moins 5 papiers. On a appelé à taire les divergences, à aller vers l'essentiel. On a tout fait, on a fait tout ce qu'il faut. A su jouer, à distraire l'opposition politique et a pu faire passer ses nominations de députés, ses désignations de maire, a pu, de facto, homologuer sa stratégie politique. Mais peut-il aujourd'hui lutter seul contre lui-même? Est-ce qu'il peut être amené à ouvrir le jeu? Parce que c'est d'une exigence de la part de la communauté internationale et du peuple béninois. S'il ouvre le jeu, quelles sont les chances dont il dispose
pour passer, et si déjà lui-même dit qu'il a couru le risque d'être impopulaire, on se demande sur quelle base les élections à venir vont se dérouler. Médéric François Gongo, nous allons parler de l'Union sociale libérale à Montaigne, qui, à l'occasion, exerce comme il faut son droit de critiquer et de contester. Aujourd'hui, quelle force, mais que représente l'USL dans cette balance? Vous savez, les présidentielles de 2016 nous ont permis de voir un troisième qui avait 23% et l'actuel président avait 24%. C'était une différence d'autour de 40 000 voix. Je reste persuadé que les 23% autour de 650 000 voix, face au sort que le mentor a subi, je disais bien, face au tort que le mentor a subi, oui, ne regarderait pas ailleurs. C'est certainement ceux-là qu'on a vu s'abstenir lors des législatives. On les a vus également s'abstenir ou boycotter lors des communales. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, à part ceux qui sont au pouvoir, virtuellement, la principale force politique de l'opposition est l'USL. Mais les méandres parcourus par l'USL dans l'obtention du récépissé, du fameux récépissé, les luttes interminables que l'on remarque par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples interposée entre le pouvoir de la rupture et l'un de ceux qui l'ont fait, parce que quoi qu'on dise, quand on a fait 4% et 23%, hein, si 23% ne le soutenait pas, on ne savait pas là où on devait être. Même s'il y a certains qui faisaient un peu d'une myopie de lecture politique disaient que Talon pouvait gagner avant sans le soutien de Adjavon. Ça, c'est les grands historiens de la chose politique qui vont le dire dans les années à venir. L'USL devrait être avec le pouvoir en place pour lui permettre d'être à l'aise. Le principal problème du pouvoir de la rupture, c'est d'avoir accepté diriger le pays à 90% avec ceux qui l'ont combattu pendant les élections. François Gongo, il ne s'agit pas d'être une force politique d'opposition virtuelle. Il s'agit d'avoir de l'influence sur le terrain. Et aujourd'hui, quelle est encore cette capacité de l'USL? Bon, l'USL reste une force politique active de l'opposition dans les limites de la loi. Parce que n'ayant pas le récépissé, il lui est presque impossible d'agir pour impacter le mouvement populaire sur le terrain de manière significative, au risque de se faire tasser pour subversif. L'USL aujourd'hui doit rivaliser d'imagination fertile pour trouver des relais sûrs. On n'a pas les syndicalistes, on n'a pas la société civile, la presse elle est réduite à sa portion congrue, tenue par le ventre et par le nombril, par les contrats du gouvernement, et avec le spectre pesant de la scélérate loi sur le numérique sur la tête, la presse est limitée, il faut réfléchir pas deux fois, où il faut accepter, jouer au kamikaze, hein, en lieu et place d'un peuple qui finalement ne vous le reconnaît jamais, pour jouer le rôle de la vraie opposition. Donc, l'USL, sur le papier, suite aux législatives et aux présidentielles, se retrouve être le parti politique de l'opposition virtuelle, je le dis et je l'aurais dit. Parce que l'opposition politique, c'est de constater que lorsqu'on nous dit qu'on a dépensé des centaines de milliards pour l'électricité et qu'il y a des coupures d'énergie électrique pour 10 heures par jour, qu'on demande des comptes. Ou à défaut, qu'on amène les populations dans un quartier à bloquer la voie, à bloquer la rue, pour créer le mouvement, pour agiter l'opinion. Mais comment voulons-nous avoir le pouvoir sans lutter pour l'avoir, oser lutter, oser vaincre? Le pouvoir, ce n'est pas un parti de gala. On ne peut pas vouloir avoir le pouvoir et on caresse un gouvernement dans le sens du poil. Hein, un gouvernement qui évolue en sachant diviser le parti Restaurer l'Espoir, pendant que tous les autres cherchaient le récépissé. L'a eu avant les communales, mais astucieusement n'a pas été aux élections par fidélité corporatiste ou pour ne pas se faire tasser de partisans du talent. En définitive, le pouvoir a peur de la lutte politique. Ce pouvoir a peur de la compétition politique
Et il faut le dire, lorsqu'on a peur de la vraie composition sur le terrain, on l'a subi autrement, et au moment où on s'y attend le moins. Parce que le peuple, dans ces cas de figure, lorsqu'il n'a pas de meneur, lorsqu'il n'a pas de dirigeant, est incontrôlé. Et l'autre mouvement ou initiative d'opposition politique qu'on a connu récemment à grand renfort médiatique, c'est s'engager pour le Bénin. Comme un rassemblement d'exclus du pouvoir, dirait-on, dans une vision plus ou moins restreinte, mais c'est une plateforme qui rassemble des acteurs mobilisés au travers de modalités non violentes, mais dont l'impact aujourd'hui reste encore très peu ressenti. La multiplication des initiatives au niveau de l'opposition est l'illustration patente de l'absence de cohésion. On aura à la limite des embrouillamini, des juxtapositions ou des évolutions à la parallèle. Ça n'atteindra jamais la cible. Pour nous, ces mouvements sont des bras armés d'une opposition qui cherche encore son équilibre. Et ça n'arrange pas la chose à la veille de la présidentielle. À quelques mois des présidentielles, je crains que l'opposition le soit dans la rue. Et il sera difficile de la contrôler, cette opposition. Donc, le souhait aujourd'hui, c'est de reposer les vrais débats. Le véritable débat est à ce niveau. Est-ce qu'on veut lutter contre la corruption à deux vitesses? Ou pour certains, on a des non-lieux au niveau de la justice, et pour d'autres, sans chercher de preuves, on fait 20 ans, 30 ans. Mais quel sera aujourd'hui l'impact de ce débat-là ou de ces débats-là à la veille de la présidentielle? Parce que pour la présidentielle, il y a 4 débats. Et Joël Aïvo est déjà dans le débat. La restauration de la démocratie. Oui. Il y a le débat du panier de la ménagère. Oui. Le débat de la restauration de la démocratie et de la réhabilitation de l'état de droit, les deux n'étant pas la même chose. L'état de droit est différent de la démocratie. Oui. Deux, le panier de la ménagère. Oui. 3, la gestion du patrimoine. La gestion du patrimoine. Qui gère quoi? La personne vient d'où? Donc, et enfin, le renouvellement du personnel politique. Alors, sur précisément le Joël Aïvo, quelle crédibilité aujourd'hui et quelle force il représente dans cette arène politique opposante à Patrice Talon? Jusqu'à aujourd'hui, Oui. parlant des candidats principaux pour la présidentielle, on a comme l'impression que sur le terrain, une impression persistante, que seul Joël Aïvo Il n'y a que lui. est actif sur le terrain. Et il a même perçu pour être celui qui a sorti le chef de l'État du palais. Même si c'était un programme bien avant, nous a-t-on confié. La qualité la pertinence des réformes, la qualité des analyses et l'ossature des propositions alternatives montrent qu'on a un acteur politique de type nouveau. Ece homo, on le dit. Pas qu'il soit le Messie, parce qu'il soit la panacée, mais qu'il fasse preuve d'audace, de témérité. On l'a vu à Porto-Novo la fois dernière, allant jusqu'à braver les forces publiques, qu'il fasse preuve de pertinence, je l'avais dit tout à l'heure, dans les propositions. Ce n'est pas l'homme qui critique pour critiquer. Et on sent à contrario des autres, qu'il y a des choses à reprocher personnellement au chef de l'État, Yahi, à Diavon. Lui, il s'inscrit avec certains Daniel Ega, avec Moïse Kérékou, avec certains jeunes, ils s'inscrivent dans une logique d'après-talent, où ils veulent s'imposer maintenant, occuper le terrain, irradier, lutter contre lui et le battre, pourquoi pas, ils veulent le faire. Et gérer le pays demain. Donc, nous sommes dans la vraie transition politique, où le chef de l'État a fait ceci de bien. Il réussit à établir le boulevard à la jeunesse montante, en mettant de côté, par le quitus, la plupart des aînés, Oui. et en réussissant à les unir pour mieux les affaiblir. Ça, il a réussi. Le récépissé, si l'USL aujourd'hui en est à chercher avec une lampe torche en pleine journée ce qu'elle pouvait avoir sur un plateau d'or, le récépissé, ça veut dire qu'à ce niveau,
la position dure du pouvoir à tenir. C'est une réussite à ce niveau pour les réformes politiques. Pour vous dire que tout n'est pas mauvais. Mais là où c'est mauvais, il faut le dire. Il a réussi à faire passer ses réformes politiques sur le terrain des réalisations d'infrastructures. Nous l'avions écrit depuis l'indépendance. Il est en train de battre le record, il faut le dire, mais il reste et demeure dans l'histoire politique, l'aide du renouveau démocratique, celui qui nous a permis de voir notre démocratie vraiment secouée. Présidentielle 2021 au Bénin, quelle chance pour l'opposition. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission Entretien-Analyse où j'ai reçu Médéric François Gongo. Vous êtes éditorialiste, fondateur du journal Actu Express. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi, merci.